Jean. Bonjour Pierre. Jean Bourliot, chercheur, j'allais dire randonneur des Andes. Tu as beaucoup pratiqué les Andes, tu as beaucoup pratiqué aussi, je pense, l'Himalaya, beaucoup des montagnes du monde. C'est comme ça que ça t'a amené à devenir vice-président de l'Association des populations de montagnes du monde. Ce qui n'est pas rien quand même. C'est quand même étonnant pour une association mondiale de population de montagnes du monde, de montagnards, et qui existe depuis une dizaine d'années à peu près. Quel est cet itinéraire? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est en progression? C'est vraiment quelque chose qui te semble, enfin, toi, intéressant? Et en quoi c'est intéressant? Puisque tu as commencé par ma personne, je voudrais ajouter un détail. Ouais, un petit détail. Qui va t'intéresser parce que j'ai toujours vu que ça te concernait beaucoup et tu as toujours tenté d'associer cette catégorie qu'on ne pense jamais dans la société civile, évidemment par définition, qui sont les militaires. Et ma vocation montagne, on va dire, elle était née avant, mais elle s'est réalisée avec mon entrée dans les chasseurs alpins. D'accord. À Grenoble. Tu m'avais raconté ça. Donc c'est vraiment là que j'ai pratiqué l'alpinisme, mais toujours en étant, d'ailleurs c'est très drôle, en étant en lien avec les populations de montagne, puisqu'à l'intérieur du service militaire, je m'occupais du club agricole. Et donc j'emmenais les gens qui étaient d'origine agricole, paysanne agricole, qui faisaient leur service militaire dans des excursions, justement un peu comme on le fait. Donc tu vois, on ne sait faire qu'une chose dans sa vie. Et donc, je refais 40 ans après, je fais la même chose. Tu lis la montagne, les activités. Et d'ailleurs, j'étais heureux parce que ils n'étaient pas seulement la station de Haillon-le-Jeune ou les stations municipales de ski municipales, je me souviens très bien de tout ça. Mais aussi les institutions. Donc on était allé au CEMAGREF spécialisé montagne à Grenoble, et puis je les avais aussi emmenés au salon de l'agriculture et au parc des Écrins, c'est-à-dire voir un peu toutes les facettes de la vie en montagne. D'accord. Ça c'est bon, ça c'est un peu ton itinéraire. Alors c'est assez drôle d'ailleurs que tu me remettes là-dessus, parce que finalement je vois que voilà. Mais ce qu'il y a par ailleurs, c'est toujours on voit un peu ce qui t'a motivé, ce qui t'a tout le temps motivé. Mais non, ce que je voudrais te demander, c'est l'association en tant que telle. En quoi c'est intéressant d'avoir une association des montagnards du monde, de population de montagne du monde? Est-ce que c'est vraiment pertinent? Enfin, je veux dire, pourquoi il n'y a pas l'association des campagnards du monde? Pourquoi il n'y a pas l'association des différents types d'habitants, quoi? D'abord, elles existent quand même quelque part. Il y a l'Association mondiale des habitants. Alors, je ne sais pas avec quel succès par rapport à la nôtre, mais c'est vrai que cette dimension-là, elle est née quand même de l'expérience française de la montagne, avec une histoire forte qui a été celle de vouloir donner une voix particulière aux gens de la montagne qui toujours se sentent mal écoutés, éloignés des pouvoirs centraux de leur État et à l'échelle internationale, mal compris, alors qu'ils pensent qu'ils ont une richesse spécifique et particulière. Et donc il y a eu cette dimension très française qui est de l'universalisme, qui a été reprise par nous. Et donc qui a été portée par la France et reprise ensuite. Je crois qu'il y a eu une rencontre avec... Moi, ce qui est le plus extraordinaire de ce que j'ai vu, si tu veux, puisque tout le monde me perçoit avec tout ce que je viens de dire précédemment comme quelqu'un de la montagne qui, en dessous de 4000, se sent très mal, ça a été justement cette réunion au Cameroun, et c'est intéressant que là, nous ayons 10 Camerounais, dans laquelle le représentant, enfin celui qui était venu à la fois de la République de Centrafrique et puis de la République démocratique du Congo, ont parlé de leur montagne exactement dans les mêmes termes que quelqu'un de l'Himalaya, des Andes ou des Alpes, avec les mêmes mots. Et ils venaient de montagnes qui faisaient 600 à 800 mètres, parce que personne ne connaît le Cameroun ou la République démocratique. Alors bon, d'accord, il y a des gens qui se regroupent. Ce que je veux dire, c'est que cette dimension-là, elle est présente partout dans les sociétés.
Et alors après, auprès de qui ils sont entendus au niveau mondial? Tu t'adresses à qui? Parce que je veux dire, c'est quoi? L'ONU vous écoute, l'OMC vous écoute, l'Organisation internationale du travail. C'est effectivement la grande question. Les trois institutions que tu viens de citer sont très concernées. La FAO aussi. Bon, vas-y. L'ONU. Ouais. Et vous écoute. C'est-à-dire on va dire qu'elle ne nous a pas écoutés, elle nous a précédés, puisque dans la conférence de Rio de 92, sur le développement durable, la conférence a distingué un chapitre particulier, spécial, le chapitre 13, concernant les montagnes, dans cet aspect environnemental, donc comment préserver les montagnes qui présentent des écosystèmes fragiles. Et d'ailleurs, pour préserver les sociétés durables. Pour préserver les écosystèmes. Préserver eux-mêmes. Donc ça a été un des points justement de raison de la constitution de l'association. Ah d'accord. À partir de l'expérience française, avoir su unir, disons, toutes les composantes de la montagne, y compris du point de vue politique, droite-gauche, etc., en disant nous avons une dimension spécifique qui transcende les climats. Bon, ça c'est un point d'appui pour se faire entendre. Alors c'était d'abord un point d'appui, c'était d'abord une raison d'exister. D'accord, ok. Ah oui, internationalement, qu'est-ce qui est né sur autour de la montagne? La dimension écologique, pas plus. Et justement, nous voulons nous faire entendre là-dessus. Tu as parlé de l'OMC, tu as parlé de... Enfin, j'ai parlé, mais tu m'as dit qu'il y avait un écho. OMC, bien sûr, puisque vous allez l'écouter dans les jours qui viennent. Oui. Ce que nous connaissons de l'OMC est en train de galoper, c'est-à-dire maintenant ce sont les dimensions de paysage, de biodiversité qui sont en train de passer dans le marché et d'être dans les règles de négociation sont en train d'être discutées dans une réunion qui a lieu dans ce mois d'octobre. Et qui va être la matrice. Donc on va vendre des montagnes. On va vendre les paysages, la biodiversité, l'environnement et donc les montagnes. Donc à ce moment-là... Y compris donc les parcs vont devenir des entreprises privées. Donc à ce moment-là, les montagnes rentrent absolument dans l'objet du débat. Donc c'est l'OIT parce que l'OIT, c'est là qu'est née toute la reconnaissance du droit au territoire, à la gouvernance du territoire, des peuples autochtones. Ah oui, la reconnaissance. C'est la Convention 169. De l'OIT, de l'Organisation internationale du travail. Absolument. Donc on n'est absolument pas éloigné de tout l'environnement international. Et justement, l'agenda se profite sur toutes ces questions-là. Il y en a une qu'il faut ajouter qui est très forte, sur laquelle nous avons pris l'initiative forte au mois d'avril au sommet du changement climatique organisé par la Bolivie avec Evo Morales. C'est celle du changement climatique, dans laquelle les pays de montagne sont parmi les plus vulnérables, au même titre que les îles, les glaciers fondent. Tous les pays andins dépendent de l'approvisionnement de l'eau des glaciers pour l'approvisionnement des villes, l'activité minière qui justement est très prédatrice, l'agriculture. D'accord. Ok, Jean. Écoute, c'est un éclairage intéressant, en tout cas sur les enjeux de la montagne et le fait qu'il puisse y avoir un écho par rapport à cette organisation et expression des populations en termes naturellement de réaction, de résistance, mais aussi de proposition, et d'être constituer un peu des interlocuteurs ou des gens qui quand même éclairent ces enjeux et qui peuvent permettre à sa prononciation. Merci. Je t'en prie.